pour cette première heure de notre émission, nous allons nous arrêter sur les 3 semaines que Mediapart vient de vivre, 3 semaines d'une polémique, d'une violence rare. Je résume, Tariq Ramadan, nous avons été accusés d'avoir pu couvrir les viols et agressions sexuelles dont il est aujourd'hui accusé. 2 plaintes sont déposées et plusieurs autres témoignages de femmes ont été publiés, entre autres sur Mediapart. Charlie Hebdo contre Mediapart, les 2 journaux seraient en guerre. Et enfin, islam, islamisme, djihadisme et terrorisme. Nous voici accusés d'être complices de l'islamisme, voire d'être, je lis une citation, l'esprit qui arme le bras des terroristes ou encore de lancer des appels au meurtre. Bref, cette affaire, vous le savez, a provoqué une hystérie médiatique et politique. Nous avons été en quelque sorte dans la lessiveuse pendant ces 3 semaines. Elle a suscité des dizaines de billets de blog, des centaines, des milliers de commentaires sur le site. Et au passage, les plus nombreux sont quand même ceux qui n'y comprennent plus rien, qui ne comprennent pas pourquoi 2 journaux s'étripent ou semblent s'étriper sur la place publique et quel est le rôle exact d'un ancien Premier ministre, entre autres Manuel Valls, qui lui appelle à nous faire rendre gorge. Alors on va prendre les choses calmement en 4 parties et nous souhaitons faire le point sur 4 points principaux. D'abord expliquer comment nous avons réagi sur l'ensemble de ces polémiques. Ensuite, mettre à plat, détailler quelles sont nos relations avec Charlie Hebdo. Ensuite également, expliquer comment nous travaillons, comment nous continuons à travailler sur la question de l'islam. Et puis enfin, expliquer comment nous avons travaillé sur Tariq Ramadan. Alors pour en parler, Edoui Plenel, directeur de Mediapart, Jade Lingart, qui est coprésidente de la Société des journalistes de Mediapart, Fabrice Arfi, qui s'occupe en particulier des enquêtes de Mediapart, et Karine Fouteau, qui travaille beaucoup sur les questions d'islam et de laïcité. Dans cette affaire, on l'a vu, il y a un avant et un après cette fameuse couverture de Charlie Hebdo, la une de Charlie du 8 novembre, qui caricature Edoui Plenel un peu comme les 3 singes, celui qui ne voit rien, celui qui n'entend rien et celui qui ne dit rien, avec ce titre « Affaire Ramadan, Mediapart révèle, on ne savait pas ». On reçoit la une, comme tous les autres journaux, on la reçoit très exactement le lundi, soit 2 jours avant la mise en kiosque du journal. Ça crée tout de suite un émoi assez fort dans la rédaction et très vite, l'équipe se réunit et la SDJ, la Société des journalistes de Mediapart, décide de publier un texte. Jade, cette première réaction de la SDJ, tu peux nous la résumer ? Oui, c'est vrai que quand on a découvert cette une de Charlie, de nombreuses personnes de la rédaction et même de l'équipe se sont senties choquées. Et se sont sentis choqués parce que derrière le dessin, il y avait une accusation qui semblait mettre en cause notre probité professionnelle, c'est-à-dire l'idée selon laquelle nous aurions volontairement occulté des faits. Et il y a une émotion par rapport à ça, parce que la critique était à la fois injuste, nous semblait-il, et, si je puis prononcer ce mot, un peu infamante, dans la mesure où quand votre travail quotidien, et j'aurais envie de dire votre engagement, quotidien, dans un travail souvent difficile et fastidieux. C'est précisément d'essayer de décrire de la manière la plus juste, la plus précise, les complexités d'une société. Se voir reprocher d'avoir délibérément occulté quelque chose, ça va à l'encontre, en fait, de nos convictions profondes et qui nous rassemblent ici. C'est la raison aussi pour laquelle... en l'occurrence, des violences sexuelles. Et des violences sexuelles. Et en plus, tout à fait, on est une rédaction, je pense qu'on peut dire féministe, pour laquelle la question des violences sexuelles, des violences de genre est très importante. Donc c'était d'autant plus difficile à de voir ce reproche nous être adressé. Et c'est la raison aussi pour laquelle on a voulu répondre collectivement. D'où l'idée d'un billet de la Société des journalistes, parce que Mediapart est un journal très collectif. On a beaucoup de réunions, on parle beaucoup ensemble. Il y a toute une dimension participative, collaborative qui est très importante. Et dans le même temps, c'est pour ça qu'on fait un billet quand même assez précis. Dans le même temps, c'est tout aussi important pour nous, à ce moment-là, de dire à quel point on est solidaire de Charlie, parce qu'on sait qu'au moment où sort cette couverture, cette une, ils reçoivent des menaces, des personnes de la rédaction reçoivent des menaces, et que ça, pour nous, c'est inacceptable. C'est inacceptable en démocratie que des journalistes, que des dessinateurs soient menacés
au nom de l'exercice de leur activité. Et donc, en même temps, on dit qu'on sera toujours avec eux pour les défendre, pour défendre leur liberté d'expression et leur liberté de caricature. On espère, à ce moment-là, que ça n'empêche pas qu'il y a un espace pour exprimer un désaccord qu'on a avec eux. Mais c'est là où il y a un malentendu initial, je pense, dans cette histoire. C'est que nous, dès le départ, on affirme notre solidarité de principe très forte envers cette rédaction. Et ça va complètement disparaître, en fait, dans les jours qui... Enfin, pas notre solidarité, mais la compréhension de cette solidarité qu'on a voulu exprimer va complètement disparaître dans les jours qui suivent. Alors, Edoui, il se trouve que toi, tu es à distance. Tu es parti pendant 2 semaines quasiment à l'autre bout du monde et que tu es obligé à distance de réagir avec la distance qui aussi parfois empêche de prendre la température de certaines ambiances. Tu réagis de 2 manières. La première, c'est un tweet immédiatement après la couverture qui fait un parallèle qui va être beaucoup reproché, qui est le parallèle avec l'affiche rouge. L'affiche rouge, c'est cette affiche placardée par le gouvernement de Vichy et qui visait les résistants du groupe Manouchian. Deuxième réaction, c'est un entretien à France Info, une phrase complexe, que j'ai ici, je peux la lire dans sa totalité, mais c'est une phrase qui est longue, et dont on en retient finalement que la une de Charlie Hebdo fait partie d'une guerre aux musulmans, quand la phrase est beaucoup plus longue, et je la lis quand même. La une de Charlie Hebdo fait partie d'une campagne plus générale que l'actuelle direction de Charlie Hebdo épouse. Monsieur Valls et d'autres, parmi lesquels ceux qui suivent Monsieur Valls, une gauche égarée, une gauche qui ne sait plus où elle est, alliée à une droite, voire une extrême droite identitaire, trouvent n'importe quel prétexte, n'importe quelle calomnie pour en revenir à leur obsession, la guerre aux musulmans, la diabolisation de tout ce qui concerne l'islam et les musulmans. De cette longue phrase, il ne reste que le propos qui va immédiatement enflammer tous les réseaux sociaux. Est-ce que, voilà, et tu l'as évoqué dans un récent papier, De quoi Mediapart est-il le nom, est-ce que guerre, c'était le mot de trop ? Le tweet comme l'interview, j'aurais dû m'en abstenir, comme je l'ai expliqué dans cet article qui est en accès libre, hein, que tous ceux qui nous regardent, même s'ils ne sont pas abonnés à Mediapart, peuvent regarder. Juste pour nos archives factuelles, François, tu as fait une erreur de chronologie tout à l'heure. On n'a pas la une de Charlie Hebdo 2 jours avant, mais la veille, c'est-à-dire le mardi. Le mardi. Et le mardi. Et moi, ma distance, hein, j'ai vécu ces 15 jours à des milliers de kilomètres et je ne suis intervenu que le mardi par ces deux moments-là, et tout le reste, toute la folie, avec sa personnalisation qui était un piège qui nous est tendu, je l'ai vécu, j'allais dire, en spectateur. C'est assez... Et j'en m'en explique dans De quoi Mediapart est-il le nom. Ma première réaction n'a pas du tout été une réaction de colère, et à l'image de ce qui a été reproché là. J'ai d'abord France Inter, c'est pas Mediapart qui m'apprend cette une, qui me cherche tout de suite pour que je réagisse. Je dis non, je vais voir. Et j'ai ensuite Fabrice, c'est le premier de la rédaction que j'ai, et je me souviens très bien que mon ton est assez apaisé pour une raison simple que tu connais, que des campagnes de personnalisation fondées sur des calomnies et des rumeurs, nous avons connu ça. C'est même à l'origine du trio de journalistes qui a créé Mediapart. Je rappelle que dans l'affaire qui a ébranlé le monde, j'étais accusé à l'époque d'être un agent de l'islam, de la CIA et maintenant de l'islam. Voilà, à chaque fois, il y a ces folies. Et Fabrice me dit, je dis juste pour rappeler comment on vit ça, parce qu'il n'y a jamais de bonne réponse. Et c'est Fabrice qui me dit, mais tu es trop zen, Edoui. Tu es trop zen. Bon, alors du coup, après, j'ai la une, et c'est vrai que je la prends mal, parce que je n'aime pas, je m'en suis expliqué, je n'aime pas ce type de caricature qui personnalise comme un peu un wanted, et je commets l'erreur de surréagir avec ce qualificatif d'affiche rouge. Quant à l'interview, c'est intéressant, parce que c'est le début de cette folie médiatique. Ce n'est pas une interview à France Info. J'accepte parce que c'est France Culture et que c'est quelqu'un de très insistant. Je refuse tout, je suis à distance. Mais quelqu'un de France Culture qui me dit on va faire un truc un peu plus, voilà, pas le petit buzz, qui veut absolument m'interviewer. Et pendant l'interview, je sens le piège puisque je crois qu'il me relance. Comme vous savez, ces interviews radiophoniques, pas en direct, sont des montages. 3 fois,
3 fois, il me dit « Vous voulez dire que Charlie Hebdo est islamophobe ? Vous voulez dire que Charlie Hebdo est islamophobe ?» 3 fois, évidemment, je ne tombe pas dans ce piège. Et en fait, je dis ce que je dis là et qui va être instrumentalisé. Et j'aurais pu évidemment m'en abstenir, donc je répète ce que j'ai écrit. Et je le dis comme tu l'as lu, c'est-à-dire, j'essaye tout de suite de dire, il n'y a pas de guerre entre Charlie Hebdo et Mediapart. Nous pouvons mal prendre ce que fait Charlie Hebdo, mais nous ne sommes pas en guerre et nous défendons totalement la liberté. On va en parler un peu plus tard. Mais en revanche, je dis tout de suite, parce que dans la chronologie, et il faut le rappeler car tout le monde fait en sorte de l'oublier, tout commence, et un billet de blog que je fais à la demande de la rédaction en témoigne, il s'appelle « Leur passion triste, nos causes communes », tout commence début octobre. Et début octobre, il n'y a pas d'affaire Ramadan. Et il n'y a pas cette rumeur folle pour nous accuser d'avoir connu les faits reprochés à Ramadan et de les avoir cachés. Rumeur folle à laquelle je réponds, et vous m'en donnez acte en disant « tu as bien répondu », mais ça n'a rien empêché, juste avant de prendre l'avion pour l'Asie du Sud-Est, le 6 novembre. Et je voudrais rappeler donc, début octobre, c'est une du Figaro Magazine, avec une interview dedans, qui est celle de Manuel Valls, et la une, je le rappelle, dit c'est une enquête, les agents de l'islam. Les agents de l'islam. Et dans les agents de l'islam, je suis présenté comme presque le centre. Oui, il y a une dizaine de personnes. Alors, il y a des gens. Edgar Morin, Pascal Boniface, toi, Jean-Louis Bianco, Benoît Hamon. Mais je suis mis au centre et je souligne bien. C'est-à-dire on est au cœur de la confusion à laquelle nous essayons de résister. On ne parle pas d'islamisme, on ne parle pas de djihadisme, on ne parle pas de terrorisme, on dit agent de l'islam. Ce qui, évidemment, renvoie à une focalisation, à une stigmatisation, à une discrimination à l'égard de ceux qui ont un lien avec l'islam ou à l'égard de ceux qui, culturellement ou par leurs pratiques religieuses, peuvent être musulmans. Et donc, en effet, dans ce contexte, s'agissant de Charlie Hebdo, parler du mot guerre, employer le mot guerre que je pourrais tout à fait réemployer sur les obsessions de Manuel Valls, était évidemment maladroit, puisque s'il y a des gens qui ont vécu un acte de guerre, qui ont vécu un massacre, qui ont payé le pire prix de la liberté, qui est le prix du sang, c'est évidemment Charlie Hebdo. Mais voilà la complexité de cette histoire, et voilà car l'équipe que je salue au passage, parce que moi je n'étais pas là du tout, l'équipe a vécu le problème complexe quand il y a un tel déluge, un tel rouleau compresseur. C'est qu'au début, l'équipe défend. Alors, et puis après, justement, c'est compliqué. Fabrice, toi qui as fait quelques télés et qui t'es retrouvé, non pas dévoré, parce que tu as tenu bon, mais dans l'ogre médiatique, comment tu vois les choses a posteriori? Qu'est-ce qu'on a loupé? Qu'est-ce qu'on a réussi? Pour filer la conversation, comme Jade l'a dit, cette histoire est partie de ce que nous avons vécu comme une injustice et a abouti au prix d'une escalade verbale et du mercenariat d'un ancien Premier ministre sans foi ni loi qui a pu se reconstruire un espace politique sur le dos de cette bien mauvaise polémique à l'irrationnel total. L'injustice, c'est Jade qui l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas le dessin, ce n'est pas la caricature, ce n'est pas le fait qu'on défrise la moustache d'Edoui, ce n'est pas le fait qu'on se moque de nous, qu'on se fout de notre gueule. C'est simplement le message qu'il y a derrière le dessin. Parce qu'il y a toujours dans la satire, c'est comme ça un message. Et pour ceux qui ne nous connaissaient pas, c'était l'idée de dire, et c'est la défense qu'on a voulu construire à Mediapart, à la rédaction, c'est-à-dire nous, notre seule réponse, elle est sur les faits. Il est faux de dire, et infamant, voire quasi diffamatoire, de dire qu'au nom d'une soi-disant complicité intellectuelle avec Tariq Ramadan, qui n'est pas vrai, et nos enquêtes l'ont démontré notamment en 2016, on aurait couvert des accusations de crimes sexuels gravissimes. C'est faux, c'est archi faux. Voilà quelle était la défense. Et ensuite, il y a eu une espèce d'escalade verbale à laquelle nous avons malheureusement participé. Edoui vient de le dire, la fiche rouge, la guerre aux musulmans, mais également l'appel au meurtre qui nous est renvoyé, un Manuel Valls qui dit qu'il faut nous faire rendre gorge ou écarter du débat public, qui, par un effet de société du spectacle, vraiment de société du spectacle, dans laquelle, à titre personnel, je suis même retrouvé à certains moments, est devenue coproductrice de l'hystérie avec un storytelling très simple à comprendre. Il y aurait de gauche irréconciliable et il y aurait deux véhicules médiatiques de cette guerre, ici Charlie, ici Mediapart.
on atterrit dans un asile de fous. Dans un asile de fous, les C'est-à-dire mots... qu'on est dans le piège on est dans la tenaille, le fil Twitter et les chaînes d'infos en continu. Mais je m'inclus là-dedans. Oui. Moi, le premier tweet que je fais, quand je découvre le mardi la une de Charlie Hebdo, je dis que cette une est abjecte. Ben non, cette une, elle n'est pas abjecte. Je n'aurais pas dû utiliser ce mot. Cette une, elle est injuste. Ce n'est pas le dessin qui est injuste, c'est le message qui est injuste. Et c'est la seule ligne que nous avons voulu tenir. Alors ensuite, il y a tout ce que Edoui a raconté. Au bout d'un moment, moi, l'impression que ça m'a donné, très, très sincèrement, c'est que nous étions dans une sorte d'asile de fous et qu'il ne servait plus à rien de rentrer dans l'asile pour dire « mais non, mais on n'est pas fous », parce que tout le monde va nous dire « bah si, vous êtes dans l'asile ». Bon. Donc là, on est dans une situation où sincèrement, le factuel s'efface, la frontière entre l'hystérie et le fait disparaît, et c'est de là que un ancien Premier ministre qui croit qu'on ne le reconnaît pas parce qu'il a mis un bouc pense qu'on va pouvoir exploiter tout ça politiquement au point de dire qu'il faut nous écarter du débat public, où la raison disparaît. Voilà. Et donc ça, c'est vrai que c'est un moment un peu particulier, mais bien entendu que moi, j'ai eu à débattre sur un plateau avec un rescapé de Charlie Hebdo. Je l'ai dit au journal Fabrice Nicolino. Je l'ai dit au journal Le Monde. Ce débat, il est piégé, poisseux, impossible. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise à des gens qui se sont fait tirer dessus ? On n'est pas victime, nous. Nous, on est victime de rien dans cette histoire. Les victimes, c'est Charlie. Évidemment qu'ici, on est tous Charlie. Évidemment qu'on défendra toujours leur liberté à l'outrance. Évidemment que être Charlie, c'est pas simplement être toujours d'accord avec Charlie, c'est aussi la liberté de pouvoir dire et de pouvoir en discuter tranquillement. Mais la façon dont nous compris, nous avons réagi, inévitablement, nous avons mis du sel sur les plaies. Alors, dans la série des mauvaises réactions qu'on a pu avoir, ou des réactions qui immédiatement sont totalement transformées par la machinerie médiatique, il y a ta présence, Jade, dans un débat qui était le piège absolu, où on te voit encadré par Natacha Polony et Elisabeth Lévy, et là on se dit « ouh là 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 là, qu'est-ce qui va se passer ?» J'étais pas là pour donner des conseils, j'y aurais pas été. On va parler du making-of de cette émission, parce que c'est un moyen aussi d'expliquer ces pièges. Et Jade, dans tes développements, dans tes déclarations, tu as cette phrase: l'islamisme en tant que tel n'est pas en soi une chose grave. Alors là, Twitter s'enflamme immédiatement. Je poursuis parce que je lis l'intégralité. L'islamisme en tant que tel n'est pas en soi une chose grave. L'islamisme est un phénomène qu'il faut comprendre, qu'il faut expliquer. Et notre rôle de journaliste, ce n'est pas d'abord de dire ça c'est grave, ça c'est moins grave, ça c'est tragique. Donc on voit bien le propos qui est simplement de dire voilà, nous on est journalistes, on travaille sur des phénomènes religieux, sur des phénomènes politiques, sur des phénomènes sociétaux. Ce qu'en retient la machinerie, c'est pas du tout ça, non. Et c'est évidemment le premier morceau de la phrase. L'islamisme n'est pas une chose grave, et te voilà désigné. Voilà, donc évidemment, a posteriori, et même très rapidement après avoir prononcé cette phrase, je me suis rendu compte que c'était très maladroit de l'avoir dit comme ça. Et donc, pourquoi j'ai dit ça ? En fait, ce que je voulais essayer de dire, dans un contexte où j'avais à ma gauche Elisabeth Lévy, qui ne cessait depuis le début de l'émission de me souffler dans l'oreille, mais le problème, c'est que pour Mediapart, l'islamophobie, c'est plus grave que l'islamisme. Et donc j'avais islamophobie, islamisme, islamophobie, islamisme, qui résonnait dans mon oreille. Et je me suis dit, de manière maladroite, et je le reconnais vraiment tout à fait, il faut que je dise quelque chose par rapport à cette symétrie qu'elle crée, qui me semblait fausse. Et donc, ce que j'avais en tête quand je me lance dans cette énonciation, c'était une chose en fait hyper simple. C'est juste de dire que le fait de faire de la politique à partir de l'islam, c'est-à-dire de considérer que le Coran est un programme de gouvernement, en soi, n'est pas quelque chose de plus problématique que quand des évangélistes font de la politique aux États-Unis ou historiquement, ou au Brésil, ou la démocratie chrétienne, dans les années 50, a aussi voulu faire de la politique avec la religion. En soi, c'est ça que j'essaye de dire. Et là où je commets une erreur que je reconnais tout à fait, c'est que je ne dis pas aussitôt ce que j'aurais dû dire, c'est que néanmoins, la politique et la vision politique que produit le fondamentalisme religieux
est évidemment hyper problématique dans le sens où ça va à l'encontre du respect des droits humains, des libertés individuelles, des libertés publiques, de l'égalité entre hommes et femmes. C'est-à-dire qu'en fait, Toutes valeurs que nous défendons à Mediapart. Oui, et puis évidemment que c'est une question politique majeure aujourd'hui dans les sociétés contemporaines. Je ne fais pas cette deuxième développement et non, donc parce que la tu es à la phrase est télé sortie. et que ça va vite. Exactement. C'est à la télé, ça Alors, va vite. juste un mot quand même sur le making-of, parce que moi, ce que j'avais compris, puisqu'on discute quand même collectivement de tous nos passages à l'antenne, et ce que j'avais compris, c'est qu'effectivement, on n'allait pas dans ce piège hautement signalé. Natacha Polony, Elisabeth Lévy, aucun intérêt de débattre. Usul l'a dit à sa manière dans une récente chronique. Non, aucun intérêt d'aller débattre avec Natacha Polony et Elisabeth Lévy. Mais finalement, elles te sont... Il y a un petit tour de passe-passe qui font que finalement le débat qui n'était pas prévu, hop, a lieu. En fait, très précisément, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait été invité donc par Ali Badou, le journaliste qui présente cette émission, à venir répondre aux accusations. C'était pour eux leur actualité de la semaine. C'est une émission consacrée à l'actualité médiatique. Donc il y avait un temps de discussion prévu avec Ali Badou. Et moi, j'avais été prévenue du fait que, comme avant la séquence à laquelle je participais, Natacha Polony et Elisabeth Lévy débattaient entre elles, elles resteraient sur le plateau, mais ce n'était pas leur débat, me disait-on. Et surtout, personne ne m'avait dit, mais tu vas t'asseoir au milieu, entre les deux. Donc ça, moi, j'ai découvert sur le moment, mais voilà, c'était comme ça. C'était trop tard, quoi, pour partir. Et puis même, ça aurait été, maintenant que j'y étais, il fallait assumer. Mais donc, du coup, pour dire, juste moi, j'explique maintenant ce que j'ai voulu dire. C'est vrai que ce qui a été assez terrible, c'est que cette phrase extraite de son contexte a ensuite tourné. Ça continue encore sur Twitter avec des insultes à mon égard, des formes de menaces. Enfin, ça a quand même été hyper désagréable, pour dire les choses. Et juste, du coup, l'enseignement qu'on en tire, parce que c'est un peu l'idée aussi de ce moment de discussion entre nous, c'est à la fois sur... Moi, ce que j'en retire aussi, c'est aussi une invitation à la prudence quand nous, journalistes écrits, intervenons dans ces contextes médiatiques et de ne pas se laisser emporter finalement par l'idée de répondre comme ça, du tac au tac à des personnes, à n'importe qui sur le plateau, là en l'occurrence à Elisabeth Lévy, mais d'être beaucoup plus précautionneux finalement dans les expressions qu'on a. Et parce que c'est vrai que nous ici, on a l'habitude à Mediapart, j'entends, de pratiquer un journalisme de l'explication, de l'enquête, très long, de rentrer dans la complexité. Et c'est vrai que là, c'est un tout autre exercice que d'être à la télé. Et en fait, en gros, moi, ce qui m'est arrivé, c'est que mon développement a été transformé en petites phrases, en petites phrases politiques, et j'aurais dû me rendre compte avant. Non, je veux dire, parce que pour tous ceux qui nous écoutent, combien c'est compliqué, puisque il y a eu deux séquences. Une première séquence où vous êtes battus comme des beaux diables, arrivant à ces deux émissions le week-end, et puis après... pas battu, on a essayé juste... Non, mais battu, non, mais comme tu as dit tout à l'heure, il n'y a aucune charge là-dedans. Et puis après, ce sentiment, du piège et de cet emballement. Et je dis ça parce que la leçon de tout ça, c'est que quand on est face à quelque chose, comme tu l'as dit, d'irrationnel, avec... on est l'anti-France, on est les agents de l'islam, on est les complices d'un violeur, on est le bras intellectuel des terroristes, etc. Quand tu es face à ça, et que ça met en cause pas seulement une personne, mais un collectif, un journal, donc aussi ses lecteurs, tous les gens qui nous suivent et tout, il n'y a pas, et c'est vraiment compliqué, il n'y a pas de bonne... on est dans un piège. Je me souviens... Quand j'ai eu François, après t'avoir eu le mardi, François me dit « La SDJ est en train de préparer quelque chose, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée ?» François, se souvenant de notre histoire, se disait peut-être que, comme moi, tu m'avais dit « Je suis trop zen », se s'était dit « Bon, face à cette folie, on n'y va pas ». Et puis après, vous réagissez, vous dites « Mais quand même, notre honneur est en jeu, notre honneur professionnel, puisque l'accusation sous-jacente, c'est d'avoir carrément tué une information par complicité, et donc y compris permis qu'il y ait peut-être d'autres délits, etc. Et donc, c'est un vrai piège. Et toute cette machinerie, parce que je n'ai pas terminé tout à l'heure, j'avais oublié de dire, la phrase qui m'est reprochée sur la guerre, en fait, un jour après, c'est France Info qui reprend le magnéto de France Culture, qui le titre
qui le titre comme ça, ce que reprendra l'éditorial de Charlie Hebdo. Il n'y a même pas l'intégralité Et il de ne la donne phrase. pas l'intégralité, c'est qu'ils redécoupent, ils refont. C'est un des journaliste de comptes. l'AFP qui Donc, donnera c'est- le script et c'est complet c'est de l'AFP. l'entretien. Et donc, tous, en clair, il y avait derrière, quand même dans cette campagne des gens, je ne parle pas de Charlie Hebdo, je parle de ceux dont tu parlais là tout à l'heure, qui ont des intérêts politiques et des agendas politiques, qui étaient à la manœuvre, qui étaient réellement à la manœuvre pour en permanence saisir quelque chose. Et ça, c'est compliqué, parce que soit on est sur l'Aventin, et les gens vont dire, ah, ils n'ont rien à dire, ils sont embarrassés, il se passe des choses, ils sont embêtés, qu'est-ce qui se passe à Mediapart, etc. Soit on y va, et la machinerie te piège. Alors, deuxième point, on va revenir un peu sur nos relations avec Charlie Hebdo pour expliquer pourquoi non seulement il n'y a pas de guerre avec Charlie Hebdo, mais pourquoi il ne peut pas y en avoir. Je rappelle juste quand même que peu après le lancement de Mediapart, c'était en janvier, le 30 janvier 2009, on organise avec plusieurs journaux, il y a Marianne, il y a le Nouvel Obs et il y a Charlie Hebdo, on organise au Théâtre du Châtelet une grande soirée de mobilisation pour la liberté de l'information. Et je me souviens des discussions qu'on avait eues ici avec l'équipe qui dirigeait alors Charlie, en particulier avec Charb, et comment on avait organisé, et comment on était totalement en phase sur ces enjeux de liberté de l'information au moment, c'était le début de la présidence Sarkozy, où il y avait toute une série de choses qui se profilaient. Je rappelle juste qu'on est le journal qui, le 7 janvier 2015, c'est-à-dire le jour du massacre de Charlie et des attentats de Paris, on est le journal qui, le soir même, organisons une émission live spéciale, on avait organisé ça dans l'après-midi, à laquelle participent pas seulement les journalistes de Mediapart, mais à laquelle participent des représentants de 20 médias. Voilà, et évidemment, c'était une soirée d'hommage aux victimes de Charlie Hebdo, c'était une soirée de complète solidarité, de dire comment notre solidarité ne peut être qu'inconditionnelle. Voilà, le soutien à Charlie, il est sans condition. Alors, ce que ne comprennent pas beaucoup de gens, c'est mais pourquoi ces deux journaux sont rentrés dans un tel niveau de violence verbale et pourquoi, d'un seul coup, il y a de tels désaccords. Et c'est pour ça que je pense que le préalable à tout ça est de réaffirmer de toute façon un soutien inconditionnel à Charlie, parce que c'est aussi le moyen de dire que Charlie n'est pas devenu une religion d'État et que donc on doit aussi pouvoir dire des désaccords avec Charlie. Alors de quand date cette rupture ? Il y a plusieurs hypothèses. Il y a une hypothèse qui est ce qu'on avait appelé, c'était en 2008, l'affaire Ciné, quand le dessinateur Ciné est licencié de Charlie. À l'époque, c'est Philippe Val qui dirige Charlie Hebdo et qu'il est licencié pour soi-disant antisémitisme. Il y a ce premier moment. Il y a un deuxième moment. Je rappelle qu'il gagne au prud'homme. Hein. Et il gagnera au prud'homme le procès qu'il intente alors à Charlie. Il y a un deuxième moment qui est une phrase qui t'a été également beaucoup reprochée, Edoui, qui est une phrase de janvier 2015, une semaine environ après les attentats. Il faudrait que je retrouve la phrase exacte sur la caricature ne peut pas être le masque de la haine. C'est cette idée-là. Et qui est vécue comme une prise de distance une semaine après, 10 jours après le massacre de Charlie, comme une prise de distance par rapport au journal. Rétrospectivement, comment tu revisites cette période et comment tu vois à quel moment nos deux journaux, effectivement, divergent sur des positions éditoriales et en particulier sur la question de l'islam. Tu as raison de se rappeler que, hélas, tous ceux qui ont été massacrés en janvier étaient une équipe de Charlie, hein, et avec laquelle nous dialoguons. Et après, il y a un après qui est à la fois Charlie et qui est à la fois une nouvelle équipe. La complexité de tout ça, c'est que quand il y a un drame national, parce que c'est un drame national, un massacre de cette ampleur, il y a des choses qui sont inaudibles. Et notamment, ce qui est inaudible, c'est ce qui est au cœur de notre métier, c'est-à-dire apporter de la complexité, apporter de la nuance,
apporter de la contradiction. Jade en a parlé tout à l'heure, expliqué, comme c'est expliqué dans des cours à Sciences Po, que islamisme, djihadisme, terrorisme, c'est pas les mêmes concepts, c'est pas les mêmes réalités, et qu'il n'y a pas une sorte de logique qui amènerait de l'un à l'autre. Et donc, dans ce contexte, Charlie faisant profession de journal satirique, de journal de caricature, il est inaudible d'essayer de dire, et c'est la phrase qui m'est reprochée, et qui rejoint ce que tu as dit, nous défendons avec Charlie le droit au blasphème, le pouvoir de moquer, de caricaturer des religions, des croyances, quitte à blesser les personnes qui croient à ces croyances. Ok ? Mais si nous défendons le droit au blasphème, c'est pas pour inventer, j'allais dire, un délit de sacrilège laïque. Et donc, c'est évidemment, être Charlie, c'est, comme l'a dit Fabrice tout à l'heure, c'est avoir le droit de débattre, de critiquer, etc. Et donc, c'est le cas sur la caricature. Il peut y avoir sur la caricature des caricatures qui font rire, des caricatures que l'on trouve blessantes, un certain style de dessin que l'on trouve, c'est comme ça que j'avais réagi sur la personnalisation, et puis il y en a eu d'autres, il y en a même eu des pires, plus violents, où je tiens en laisse les frères Kouachi et je leur dis attaquer, enfin, etc. Donc, voilà, et en effet, c'est reproché, mais je pense, si je peux me permettre, que même si c'est difficile, que nous devons, nous, essayer de rester un lieu de raison par rapport à ça. Parce que tu as parlé de la violence. Je voudrais juste souligner quelque chose. On peut nous reprocher plein de choses. Je ne crois pas que ni sous nos plumes, ni dans notre bouche, on puisse, à quiconque de notre équipe, reprocher des mots aussi violents que ceux qui sont employés contre nous. On peut être en désaccord, et on a tout à fait le droit d'être en désaccord avec nous. D'ailleurs, dans le club de Mediapart, y compris sur ce que je viens de dire, islamisme, terrorisme, des abonnés fidèles, y compris des soutiens fidèles de la première heure de Mediapart, expriment leur désaccord, et il n'y a aucun problème avec ça. En revanche, le fait, et pour moi c'est un fait politique, le fait que dans le climat où nous défendons la liberté, où nous défendons la démocratie menacée par les terroristes, le fait politique que aujourd'hui, ceux qui essayent de mettre des nuances, de la complexité, de dire la peur est notre ennemi, on ne va pas, etc., soient l'objet d'une telle violence, parallèle à la violence des menaces de mort terribles que peut subir Charlie, comme s'il y avait une violence verbale d'un côté et puis la violence de la terreur de l'autre. Et donc tout ça est une alerte, c'est-à-dire qu'il faudrait arriver à dialoguer de manière rationnelle et pas virulente. Fabrice. Oui, non, mais on voit bien là ce qui se passe et qu'on essaye de faire posément. Il y a ce que tu racontes, Edoui, sur la complexité de l'émetteur, c'est-à-dire la nécessité, en effet, de l'émetteur. Et nous, on voit bien à quel point ça peut se heurter à la réception. Et je pense que c'est exactement ce qui s'est passé avec ta phrase. Parce que, de fait, la phrase exacte, c'était « l'humour ne peut avoir l'excuse de la haine ». C'était une allusion, je dis juste en sous-texte, par exemple, à une tradition qu'on connaît. Il y a eu des caricatures accompagnant des campagnes antisémites, etc. Je sais très bien. Mais c'est une phrase qu'il est impossible de recevoir sereinement, je pense, quelques jours après que des dessinateurs aient été décimés, crayon à la main, par le fanatisme. La réception, elle est impossible. Et donc, ça pose la question de la temporalité de nos réactions, de la temporalité de notre travail. Et Mediapart est un lieu d'intranquillité, c'est un lieu de désordre intellectuel, c'est un lieu de discussion. À l'époque, nous avions discuté. À l'époque, il y a eu des débats, y compris de la Société des journalistes, de la SDJ, sur cette sortie, sur même l'attitude. Sur l'attitude à avoir vis-à-vis de ce qui s'était passé, Charlie Hebdo, comment on enquête, qu'est-ce qu'on raconte, comment est-ce qu'on saisit pas trop vite la question de l'islamophobie, donnant l'impression de nuancer, de mettre un mouchoir sur le drame national et la tragédie indicible, parce que l'indicible qu'a vécu Charlie nous requiert et nous oblige. Et on voit bien à quel point, 3 ans après, un peu comme une compression, comme dans les statuts de César, on se retrouve
dans le même étiage de la conversation. Voilà. Et tout ça, c'est des discussions qu'on a en interne. Hein, on n'est pas d'accord entre nous, on fait des réflexions à Edoui. On va en parler après, mais aller voir Tariq Ramadan, discuter avec lui ou pas, partager l'estrade ou pas. Voilà. Mais ce que je veux dire par là, et je crois que c'est un enseignement pour nous, en tout cas pour moi, c'est un vrai enseignement, et ça rejoint ce que Jade disait tout à l'heure sur la prudence, c'est de bien prendre en considération la temporalité et la réception. Et je comprends très sincèrement, non seulement, évidemment, je comprends la complexité que vante Edoui, mais je comprends très bien que cette phrase puisse être reçue à ce moment-là comme une forme de digression vis-à-vis de l'indisciple qu'ils ont vécu. Je le comprends. Je crois qu'on peut dire qu'à la suite de toutes les discussions que tu évoques, qu'on a eues en janvier, en février, en mars 2015, le choix a été fait justement de ne surtout pas installer un paysage qui aurait été une polémique permanente entre Charlie et Mediapart sur la question de l'islam. Parce qu'il y a d'autres acteurs, par ailleurs autrement plus puissants que Charlie sur ces questions, des acteurs politiques ou associatifs, et que le vrai enjeu n'était certainement pas d'entretenir une polémique qui n'aurait pas eu de sens avec un journal qui avait vécu le drame qu'il avait vécu. Et c'est vrai que quand on regarde nos archives, et j'ai pris le temps ces derniers jours de d'éplucher à peu près tout ce qu'on a publié sur ces diverses questions depuis le début 2015, nous n'avons rien publié sur Charlie. Alors qu'on aurait pu, t'as cité lors de ce débat télévisé un éditorial de RIS qui établit un continuum entre la femme voilée et le terroriste. Bon, c'est un texte quand même... Le boulanger c'est un texte incroyable dont on aurait pu, vu nous, nos valeurs éditoriales, nos engagements éditoriaux, se saisir. On ne l'a pas fait. Moi, je te coupe, un texte qui a fait le tour du monde. Oui. Le Guardian a fait un papier, le Washington Post, le New York Times. Et on avait choisi à l'époque de ne pas le faire pour surtout ne pas donner à voir ce qui aurait été un face-à-face mortifère entre deux journaux. Jade, je voulais que... Est-ce que je peux compléter juste ce que tu viens de dire, juste d'un mot, parce que par rapport à ce qu'a dit Fabrice, qui évidemment est très juste et toujours délicat à manier, c'est qu'aussi il faut tenir les deux bouts. Les mots dont on vient de parler dans un éditorial, quand tu dis une phrase comme ça est indicible par rapport au drame national, il y a aussi les autres. Il y a aussi tous ceux qui entendent en permanence une musique islam-musulman et qui entendent des mots violents. Je dirais juste au passage, par rapport à ce que nous défendons, ce que nous appelons les causes communes, toutes les discriminations, l'antisémitisme, etc., si certains doutaient des mauvaises intentions, et encore une fois, c'est pas Charlie dans cette histoire, c'est ceux qui essayent d'instrumentaliser tout ça. On a eu en une du Figaro ces derniers jours, Monsieur Finkielkraut, dire dans le contexte de tout ça, où il nous attaque en personnalisant sur moi, balance ton porc, c'est-à-dire la libération de la parole sur les violences faites aux femmes, c'était une manœuvre pour noyer le poisson de l'islam. Donc, voilà. Et dans le même temps, on a eu 2 jours après Manuel Valls qui essaye de se rattraper aux branches, qui dit à Madrid, il y a un problème en France, c'est l'islam et c'est les musulmans. Et donc, la question, c'est de n'y être indifférent à cette blessure qui ne sera jamais cicatrisée, et ne pas être indifférent à d'autres qui entendent des mots qui blessent, qui les font se terrer, qui les font... Voilà, c'est tout. Mais on est d'accord. Tu voulais ajouter quelque chose sur Charlie. Oui, mais sur le fait que c'est vraiment, je pense, un sentiment partagé dans cette équipe que Mediapart n'est pas en guerre contre Charlie et que cette idée complètement mensongère, cette idée fausse de l'existence d'une guerre entre eux et nous, ici, nous rend malheureux, tout simplement, et nous met dans un état de sidération, mais de dépit, mais de tristesse. Je crois que tout ça produit des sentiments très tristes, et qu'il ne faudrait pas que ça laisse plus de traces que ça, parce que c'est quelque chose qui a été construit vraiment par une vision extérieure à nous, et que, encore une fois, mais peut-être que
Ça, c'est aussi une des leçons qu'on peut essayer de tirer de ces 3 semaines. C'est que finalement, nous ici, on passe beaucoup de temps à se parler, à écrire, à se lire. On a un rapport aux mots, on a un rapport à la parole publique, on a un rapport à l'énonciation qui parfois, en fait, et c'est paradoxal peut-être ce que je suis en train de dire, mais qui parfois peut paraître froid, justement écarter des sensations, désensibiliser. Et que là, ce qui nous arrive aussi, c'est un retour de sensations et de sentiments et d'affects provoqués par la lecture de ce qu'on écrit. Et c'est vrai que c'est très difficile. Tout à l'heure, Fabrice parlait de temporalité, et c'est un truc important, mais je trouve que c'est difficile aussi de trouver la juste distance entre la froideur de l'analyse qui est requise, enfin qui est notre devoir premier de journaliste, et la compréhension d'un moment affectif, sensible, d'une société et que voilà, parfois on s'y perd. Avec en plus ce problème particulier qu'autour de Charlie gravitent un certain nombre d'acteurs et d'acteurs politiques et qui ne sont pas seulement, c'est pas seulement Manuel Valls, hein, on peut en citer plein d'autres, et qui évidemment rendent plus complexe, et eux ont intérêt à mettre en scène cette soi-disant guerre Mediapart-Charlie. Troisième point, et là c'est aussi pour répondre à des questions récurrentes d'une partie de nos lecteurs. Comment on a travaillé depuis des années, mais tout particulièrement depuis janvier 2015, on va prendre depuis janvier 2015, les archives sont plus simples à trouver et on les mettra en accès sous cette vidéo sur la page de notre site. Comment nous avons travaillé sur l'islam? On a d'abord travaillé un ensemble de grandes enquêtes. Et il y a eu toute une série de grandes enquêtes. Karine, comme c'est toi qui en as piloté, voire rédigé l'essentiel, est-ce que tu peux je peux vous en nous dire les même, axes? Si ça ne t'embête pas, moi, il me semble, en fait, ce qui fait la spécificité de notre travail sur la question de l'islam, c'est qu'en réalité, il a commencé depuis le début de Mediapart, puisque justement, moi aussi, j'ai refouillé dans toutes les archives. Et pourquoi il a commencé depuis le début de Mediapart? Non pas parce que nous serions obsédés par l'islam et par la question des musulmans, mais parce que ça a coïncidé avec un moment très particulier dans l'histoire de France, où il y a une accélération de l'histoire. C'est-à-dire que c'est construit, ça avait déjà commencé avant, mais ça s'est radicalisé à ce moment-là, c'est construit dans la société française, dans l'espace politique français, cette idée que les musulmans, l'islam serait un problème. Un problème, donc cette religion, 5 millions de pratiquants, plus ou moins pratiquants, constituerait un problème dans l'espace politique français. Et ça, voilà, ça a fait l'objet de débats venant à la fois de l'extrême droite et de la droite sarkozyste. Mais ça a fini par, et cela tout au cours de ces 10 ans de Mediapart, à venir diviser jusque dans la gauche. Donc Mediapart a vécu ce moment tragique de l'islam posé comme problème. Et les positions, effectivement, entre les uns et les autres, sont devenues apparemment irréconciliables. Et c'est, je pense, sur ce terrain-là, en fait, qu'on a été sommé de se positionner. Voilà, alors c'est pas complètement anodin, mais pour nous, c'est vrai que c'est un peu malheureux, comme disait Jade, parce qu'on a passé beaucoup de temps à essayer d'aller au-delà de ces questions de crispation politique pour essayer de déconstruire ce qu'il y avait derrière cette stigmatisation. Donc, voilà, j'ai recensé quelques papiers majeurs, mais tout au début de Mediapart, il y a eu cette série très intéressante de Michael Agenberg qui cherchait à essayer de musulman à la couronne. Voilà, exactement, essayer de voir quelle pouvait être la diversité des pratiques des musulmans en France, dans ce pays, des musulmans lambda, quels qu'ils soient. On a essayé d'entrer dans des lieux d'influence, comme Lucie Delaporte, qui est allée voir au lycée Averroès, qui était contesté, qui faisait l'objet de polémiques à ce moment-là, qu'est-ce qui se disait, qu'est-ce qui se racontait, comment on enseignait la religion et les valeurs de la République. On a donné la parole à des personnes très respectées, comme l'imam de Bordeaux, Tarek Obrou, mais aussi on a fait le portrait de quelqu'un qui était beaucoup moins respecté, et qui l'est toujours moins d'ailleurs, l'imam de Brest, donc qui voulait interdire aux enfants, entre autres, de chanter, d'écouter de la musique. Bon. Donc voilà, on a essayé de mettre, de valoriser. Il y a eu ces grandes enquêtes sur le salafisme que tu as faites et que Feriel Alouti avait fait. Exactement, sur la déradicalisation aussi, parce qu'effectivement, on ne s'est pas juste intéressé à l'islam lambda, on a essayé de voir effectivement, de ne pas minorer ce qui se passait, parce qu'effectivement, c'est aussi quelque chose qui s'est passé au cours de ces 10 dernières années
c'est le départ en Syrie et en Irak de jeunes qui ont pris des parcours très extrêmes. Donc on a essayé de comprendre ces parcours. Ferial Alouti nous a beaucoup aidé à regarder, à essayer de comprendre les motivations pour essayer de comprendre ce qui se passait derrière ces départs. Mathieu Suc aujourd'hui continue de regarder tout l'aspect judiciaire, on en reparlera. Ouais. Mais donc c'est des questions qui nous tiennent à cœur, y compris après, dans la partie extrémiste, disons, de ce que peut représenter cette religion. Je t'interromps, Karine, parce que la critique qui nous est faite et qui nous était encore faite ce week-end avec un billet Mediapart, vous saviez, voilà pourquoi, c'est en gros de n'avoir jamais donné la parole à des intellectuels musulmans parfois, critiques de l'islam ou appelant à une réforme radicale et à une refonte radicale de l'islam, appelant l'islam à s'inscrire dans la République française, etc. Bon, je cite par exemple Bidar, qu'on a voulu interviewer plusieurs fois, qui a toujours refusé, Abdelmedeb. Bon, et voilà, ça c'est une des critiques qui régulièrement nous est faite sur, en gros, vous choisissez délibérément d'ignorer un certain nombre de voix qui appellent à des réformes radicales dans l'islam. Oui, c'est une critique qui a été émise notamment au moment de la publication de cette série réalisée par Joseph Confavreux qui s'appelait Repenser l'islam. Et effectivement, c'est à ce moment-là qu'on avait demandé à Abdelnour Bidar d'intervenir. Il avait refusé. Dans cette même série, il y avait quelqu'un qui intervenait comme Rachid Benzine, qui est dans une position sans doute intermédiaire, pas forcément exactement la même que Bidar, mais qui publie par exemple ces jours-ci un livre avec la rabbin Delphine Horviller qui s'appelle « Les 1001 façons d'être juif et musulman », donc qui interroge cette façon d'être ensemble et donc de se réformer les uns avec les autres. Qui est passionnant. Et dans les jours qui viennent, Joseph me disait qu'il allait publier un entretien avec Yad Ben Achour, donc lui qui est l'un des tenants d'une réforme radicale et, selon lui, jugée nécessaire de l'islam, allant dans le sens d'une plus grande adaptation aux valeurs occidentales. Moi, ce que je voulais dire, quand même, derrière tout ça, parce que notamment, on l'a vu sur les questions de la laïcité, c'est quand même la manière dont ces questions sont instrumentalisées dans l'espace politique. Par exemple, sur la laïcité, Mediapart, là, effectivement, a été pris de front sur l'islam et la laïcité par Manuel Valls. Mais ce n'est pas là. Enfin, Manuel Valls a cette habitude de mettre en accusation des interlocuteurs sur ces questions-là, sur ces deux questions qui sont l'islam et la laïcité. Et en général, quand il parle de la laïcité, c'est pour parler de l'islam. Donc on en revient toujours un peu au même. Et ce moment qui a été important, où en janvier 2016, il s'en est pris directement à Jean-Louis Bianco, le président de l'Observatoire de la laïcité, auquel il a reproché de signer un appel au motif qu'il avait également été signé par le collectif contre l'islamophobie. Ce que ne disait pas Manuel Valls, c'est que cet appel, qui s'appelait « Nous sommes unis », et donc avait été signé au lendemain des attentats de novembre 2015, effectivement, à l'appel de cette association Coexister, avait également été signé par Christine Lazerge, qui est la présidente de la CNCDH, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, ou de l'ancien président de la Commission économique et sociale, Jean-Claude Delevoye. Donc ces personnes-là n'ont pas été mises en accusation. Mais c'est Jean-Louis Bianco, parce qu'il préside l'Observatoire de la laïcité, qui a été mis en accusation par Manuel Valls. À un autre moment, c'est pendant la campagne de la primaire socialiste, c'est Benoît Hamon qui a fait les frais de cette situation et qui a été accusé de faire des compromis avec les communautarismes. Donc voilà, Mediapart se retrouve dans cette lessiveuse et effectivement, c'est important quand même. Alors, je pense que c'est effectivement pas complètement par hasard que Mediapart se retrouve dans cette lessiveuse. Pourquoi ? Il faut qu'on assume. Mediapart, c'est un journal engagé. Nous avons des valeurs. Nous défendons les minorités. Nous luttons, nous appelons à lutter contre toutes les formes de racisme, que ce soit l'islamophobie ou l'antiracisme, ou l'antisémitisme. Mais c'est vrai que ce qu'il faut voir, c'est que au cours de cette décennie dont on parle, lutter contre l'islamophobie, c'est devenu la même chose, synonyme que de défendre les communautarismes.
défendre les minorités de la même manière. C'est devenu toutes nos valeurs ont été attaquées, mises en cause. Et donc, on s'est retrouvés, finalement, on se retrouve mis sur la place publique comme ça, Parce que en souhaitant faire devenir de nous des acteurs politiques, alors qu'effectivement, pourquoi pas. Mais nous, ce qu'on cherche avant tout à mettre en avant, c'est notre travail journalistique, sans renier nos valeurs, évidemment, mais on souhaite se battre, être confronté à notre travail d'enquête, à nos reportages, à ce que, effectivement, essayer d'aller au-delà de la complexité. Vraiment, j'insiste auprès de ceux qui nous regardent, et on va mettre tous les liens sous la vidéo. Lisez-nous et lisez d'abord les enquêtes que nous publions. Parce que les 4 ou 5 enquêtes qu'on a publiées sur le salafisme et que tu as faites pour partie, c'est des enquêtes que moi je n'ai lues nulle part dans la presse française. Voilà, donc commençons par, et c'est notre travail de journaliste, de documenter, d'explorer, d'enquêter là-dessus, sur les divers visages de l'islam et les diverses manières d'être musulman. Et à ça se rajoute, en écho à ça, se rajoute quand même tout le travail qu'on a fait depuis 2 ans, et surtout un certain nombre d'enquêtes qu'on a publiées ces derniers mois, cette fois sur le djihadisme et les différents groupes terroristes. On a un énorme dossier qui s'appelle « Comprendre l'État islamique » qu'on avait ouvert dès 2013, de mémoire, dès 2014. Fabrice, juste un mot, parce que Mathieu Suc, qui travaille sur ces questions, n'est pas là, mais non, mais c'est un peu le caractère kafkaïen de la situation dans laquelle on se retrouve ici, par la force de l'irrationnel qui a saisi le débat public. On a un ancien Premier ministre, Manuel Valls, qui a dit que nous étions complices du terrorisme, que nous parlions comme Daesh. Or, nous pouvons être immensément fiers à Mediapart d'avoir, avec Mathieu Suc, l'un des meilleurs journalistes et spécialistes du terrorisme et du djihadisme, dont les articles font le tour du monde, qui a produit certaines des enquêtes les plus remarquées. Je parle par exemple de sa dernière enquête qui s'appelait Les espions de la terreur, sur comment les djihadistes et les terroristes et ces fanatiques se réclamant de l'islam utilisent les mêmes méthodes que celles du KGB et des services de renseignement pour tenter de pervertir la surveillance dont ils sont la cible. Je n'ai lu, pareil, ça nulle part. Pour moi, ça veut dire une seule chose, c'est que ceux qui pensent qu'on peut faire de Mediapart à la fois le paillasson et l'estrabot sur lequel ils vont pouvoir faire le discours public, ceux qui parlent le plus mal de nous sont ceux qui nous lisent le moins. Voilà. Et donc c'est vrai que là, on se retrouve dans une situation qui est un peu orwellienne, qui est exactement la situation dans laquelle on s'est retrouvé avec le cas Tariq Ramadan. On nous a dit complicité intellectuelle. Alors Edoui, il reviendra sur la proximité d'Estrade à seulement 2 moments en 2015. Mais enfin bon, je vais redire ce que j'ai déjà dit, mais Tariq Ramadan a été le consultant de Tony Blair. Il a fait 2 livres avec l'un de nos plus grands penseurs qui s'appelle Edgar Morin. Il a été invité un nombre incalculable de fois de Franz-Olivier Gisbert sur le service public sur France 5. Il en avait même fait un chroniqueur à un moment donné. Il a fait la matinale de Jean-Jacques Bourdin. Est-ce qu'il a signé une dizaine de tribunes dans le journal Le Monde? Est-ce que tous ces gens sont les complices de Tariq Ramadan? Évidemment que non. Et ce qu'il y a, évidemment que non, et ce qu'il y a de kafkaïen, c'est que nous avons produit en 2016, c'était sous la plume de Mathieu Magnodex, une enquête de référence où nous 5 articles où pour le côté à charge contre Tariq Ramadan, nous disions que c'était un dogmatique ultra-conservateur, un agent du Qatar, un has-been pour les djihadistes, une sorte de Zemmour à l'envers, c'est-à-dire un peu utilisant l'identité musulmane comme un renfermement. Une enquête qui avait provoqué une vidéo de 26 minutes de Tariq Ramadan qui disait tout le mal de Mediapart. Et je rappelle juste, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un journal, c'est une enquête qui a été publiée sous l'autorité à la fois éditoriale et juridique de son directeur de publication qui s'appelle Edoui Plenel. Donc il y a aussi là de la complexité qui font quand même... Mais ça, on le rappelle jamais. Pourquoi ? Parce que Edoui, c'est forcément le meilleur ami de Tariq Ramadan. Et donc si on rappelle que c'est sous son autorité qu'on a publié ces enquêtes, ça ne matche plus dans le rapport binaire qu'on a de ce storytelling, à savoir que, 1, nous sommes en guerre contre Charlie, c'est faux, et 2, que nous serions complices de Tariq Ramadan intellectuellement, c'est faux, et qu'au nom de cette complicité intellectuelle, on aurait couvert ses crimes. C'est à ce point faux qu'aujourd'hui, il y a une journaliste qui travaille quasi à temps plein sur les accusations épouvantables dont Tariq Ramadan est l'objet, elle s'appelle Marine Turchi, et elle a
publié une enquête de référence sur les accusations qui s'appelait « Violences sexuelles, le système Tariq Ramadan ». Donc, c'est vrai que là, à un moment donné... Alors, Jade, un mot et on va être obligé de terminer parce qu'on veut aborder très rapidement un autre sujet. Mais juste pour dire que... en plus de tous ces principes et de ces convictions qu'on a essayé d'expliquer depuis tout à l'heure, je pense que c'est important de rappeler un autre élément qui est que, en tant que journaliste, dans nos articles, on n'assène pas de vérité, on est en recherche d'explication de la réalité. Et c'est quand même très différent. Là, on nous a enfermés dans une posture de personnage politique. Et on a des engagements et on les assume, même si souvent on n'est pas d'accord entre nous et qu'on se dispute aussi, mais on a ces engagements. On est un journal. Mais en même temps, on a ces engagements, mais en même temps, on n'a jamais prétendu enfermer, figer les choses dans des descriptions, j'allais dire caricaturales. C'est pas ça, des descriptions figées. Idéologique est le bon mot. Et puis figées, et puis au fond mortes. On est en recherche et parfois on se trompe et on se frotte au réel, on tâtonne. On tâtonne la plupart du temps, d'où le fait qu'il y ait tous ces articles, parce qu'il faut regarder l'ensemble du travail pour comprendre à quel point est-ce qu'il y a une modestie finalement dans notre attitude et qui peut-être n'est pas perçue de l'extérieur du fait de tous ces engagements qu'on défend par ailleurs. Bon, eh bien, merci à tous les quatre. J'espère que ces explications ont éclairé, peut-être convaincu nos lecteurs, pas tous, parce que certains, nous ne les convaincrons pas, c'est dommage.